C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, la voix, Abdel Fadel. Luc, hier, le Canada a voté pour une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies demandant un cessez-le-feu, mais avant ça, ils avaient déclaré que la position canadienne évoluait dans un communiqué de presse conjoint avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Comment tu qualifierais cette évolution? Certains l'appelleraient cette volte-face. J'aime mieux le mot évolution parce que tu vois, depuis la création de l'État d'Israël, en 1948, le Canada a toujours été en appui à Israël. Oui. Le Canada, c'est un dossier dans lequel le Canada a suivi les États-Unis pour des raisons géopolitiques sur lesquelles on pourrait discuter, mais enfin. Alors, c'est nouveau, ça. C'est nouveau de voir le Canada se mettre dans le camp de ceux qui veulent que le martyre cesse dans la bande de Gaza. D'autres, tu en as nommé un, tu as nommé l'Australie, je crois, tu as la Nouvelle-Zélande, des pays qui jusque-là soit s'abstenaient, soit votaient pour Israël, ont changé leur fusil d'épaule. On sent vraiment, et surtout, et ça, je veux dire, il faut insister là-dessus, Joe Biden, le président des États-Unis, s'est mis de la partie. Ça, c'est drôlement important. Hein? C'est hyper important, ça. Ça, c'est un gros changement. C'est un très, très gros changement. Alors, dans un discours prononcé hier à Washington, il a affirmé avoir dit à Benjamin Netanyahou que sa campagne de bombardement aveugle sur la bande de Gaza était en train d'éloigner ses alliés. C'est énorme de la part du président des États-Unis. Là, il demande même à Netanyahou de se débarrasser des extrémistes de droite au sein de son cabinet qui sont en train de mener le pays à sa perte. Alors, cette résolution adoptée aux Nations unies, c'est pas contraignant. Les résolutions de l'Assemblée générale sont un indicateur de ce que, disons, les représentants du monde entier croient. Mais, dans le cas ici, c'est pas rien, parce que le martyre, c'est le mot que j'ai employé tout à l'heure. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arrêter. On est rendu à presque 8000 enfants morts. Oui, 18 412 personnes qui sont mortes, et on dit que la majorité sont des femmes ou des enfants de moins de 18 ans. Wow! Et là, hier, je lisais dans le Wall Street Journal qu'ils ont commencé une opération. Ils sont en test présentement, mais ils sont sur le point de passer à l'action. Et ça consiste à avoir d'immenses pompes à eau dans la Méditerranée qui va servir à inonder les fameux tunnels, dépendant qui parle. Des fois, on nous dit qu'il y a 500 000. Donc, ça voudrait dire 700 kilomètres de tunnels. Je crois pas ça. Je pense qu'on est plus près de 200-300 kilomètres, mais c'est pas rien. C'est énorme quand même. C'est un labyrinthe. C'est énorme. C'est un labyrinthe et, ça couvre tout le territoire en dessous de Gaza, mais qu'est-ce qu'on en sait? On en sait peu de choses. On a eu très peu de preuves de ce qu'on cherchait à faire. Là. On n'a pas eu beaucoup de... J'entendais encore ce matin quelqu'un qui disait, écoutez, on l'a vu à l'hôpital la semaine dernière, hein, à Al-Shifa, je pense que ça s'appelait l'hôpital. On l'a vu qu'à quoi servent les hôpitaux. Ce sont des boucliers humains pour empêcher qu'on attaque le commandement. C'est faux. Ils ont tout essayé par des images de toutes les sortes, sous tous les angles. Et on voyait quoi? 8 Kalachnikov. Bon, ça fait pas un gros commandement, cela. Là. On trouvait une ceinture avec des munitions. On trouvait l'entrée de ce qui pourrait être un tunnel, mais on voyait pas le bout, on voyait rien. Alors, toute cette rhétorique d'Israël commence à tourner à je ne sais trop quoi, mais c'est... Mais c'est important de rappeler qu'il y a encore des otages qu'il faut libérer. Absolument. Également. Alors, c'est ça l'affaire, c'est que si tu commences à inonder les tunnels avec de l'eau salée de la Méditerranée, tu viens de tuer probablement tous les otages. Et... Penses-tu qu'Israël est prêt à sacrifier les otages qui restent? Oui, absolument. C'est ce qu'on voit là, à l'heure actuelle. Israël se balance complètement du nombre de morts. Netanyahou répète que son but, c'est d'éradiquer le Hamas, qui en soi est une absurdité. Comment tu fais pour éradiquer le Hamas? Qu'est-ce que tu fais? Tu détruis l'endroit? C'est ça qu'ils font. Alors, tu sais qu'il y a déjà des spéculateurs immobiliers israéliens qui sont en train de se préparer à construire des resorts et des affaires comme ça dans ce qui va rester de la bande de Gaza.
Mais revenons au Canada. On a vu Justin Trudeau changer sa position. On a vu aussi certains de ses députés sortir publiquement, Anthony Housefather, Marco Mendicino, sortir publiquement pour dire on n'est pas d'accord avec la décision prise par le Canada. Ça met Justin Trudeau dans une drôle de situation avec son caucus, non? Oui, parce que voilà un dossier chaud, pour employer un euphémisme. Voilà un dossier absolument brûlant et qui, au sein du Parti libéral, provoque des émotions très, très fortes. Historiquement, le Canada a été dirigé par un gouvernement libéral pour 75 % de son existence, et le Canada a toujours été du bord d'Israël, et au sein du caucus libéral, on a toujours retrouvé des très importants députés, ministres, juifs. Alors, Erwin Cutler est Erwin Cutler est un de ceux-là, en effet. Il y en a eu beaucoup à travers le temps. Alors, le Canada, de la part de ce gouvernement-là, ça demande un certain courage parce qu'on voit les retombées. Là. On voit les membres du caucus qui disent « Non, moi, je les appuierai toujours. Moi, je n'abandonnerai pas. » Puis là, on nous ramène au 7 octobre. Je rappellerai aux gens que le 7 octobre, ce qui est arrivé, monstrueux. Mais il y a eu 1200 morts. On approche de 20 000 à Gaza. Est-ce que c'est vraiment une opération militaire ou une opération de vengeance? De vengeance et de destruction complète. Plus on voit des images arriver. Et les images que j'ai vues ce matin, c'est à la porte de Rafah, là, celle qui donne sur l'Égypte, et qui est très, très hermétique. Juste à l'intérieur, il y a des Palestiniens, des Gazaouis, qui essaient avec des morceaux de tissu puis des morceaux de bois trouvés dans des décombres de se faire un endroit pour dormir. Et là, quand ils commencent à dormir, la pluie commence, et puis... en fait, c'est... Quand est-ce que ça va arrêter? Quand est-ce que ça va arrêter? Mais ça va rien avoir comme impact, cette résolution qui a été votée, Luc. Israël... Ça a un impact pas direct, parce qu'évidemment, c'est pas contraignant, mais c'est un message à Israël, puis au gouvernement de coalition qu'ils ont créé pour gérer cette situation-là. Il faut que quelqu'un leur dise, écoutez, ça suffit, là. Et quand ça commence à se multiplier, les pays, là, la prochaine étape, c'est que les Américains vont être obligés d'aller plus loin que des mots. Ils vont être obligés de commencer à rationner les armements qu'ils leur envoient. Ils envoient des armements sans arrêt. Je penserais pas que les États-Unis vont se rendre là. Ah, ils l'ont déjà fait en 73, ouais. Lors de la guerre du Yom Kippour. Quand ils n'avaient plus de moyens de les faire tourner de bord, ils ont coupé le pipeline de l'armement. Je veux t'entendre sur le silence de Pierre Poilievre. Oui. Parti conservateur, d'habitude, là, on se rappelle de Stephen Harper. Il était pro-Israël, 100%. Mais pro-Israël, puis il ne s'agit pas ici de dire... Tu sais, pour moi, là, demander un cessez-le-feu, c'est pas être anti-Israël. Tu sais, demander un cessez-le-feu, c'est juste être pro-vie. Tu sais, je sais que ça peut être perçu, puis que dans le narratif, on pousse que cessez-le-feu veut dire être anti-Israël. Oui, mais ce que tu dis là est vrai dans la bouche de quelqu'un qui pense comme ça. Je veux dire, le fait est que moi, j'ai des amis juifs là, qui, eux autres, ils appuient Israël, point à la ligne. Et puis ils disent, ils veulent nous détruire. Regardez, c'est dans leur charte, le Hamas, ils veulent nous détruire. Ils ont tué des enfants, des femmes, des jeunes qui étaient dans un rave party. Ils ont tout fait ça. Moi, je suis pour Israël, point à la ligne. C'est ça, la réalité. Oui, mais, tu sais, moi, Israël, c'est un pays que j'ai visité, c'est un pays que j'aime beaucoup, c'est un pays que je reconnais, puis un pays que je veux voir vivre dans la sécurité. Mais je ne pense pas que le gouvernement actuellement israélien mène une entreprise permettant de sécuriser sa population. Mais c'est clair, clair. Il est en train de détruire la sécurité. Il est aussi en train de détruire l'économie du pays, oui. Soit dit en passant. Je voyais un reportage hier, habituellement, à cette période-ci de l'année, Bethléem, qui est dans les territoires occupés. C'est plein de gens, puis il y a des hôtels, puis il y a de la... Il y a rien. Il y a rien. Il y a rien qui bouge. Il n'y a plus de touristes. Moi, j'étais en Israël en 2019 et on avait retenu les services d'un guide. Et là, le guide nous a écrit pour dire, je sais pas si vous pouvez m'aider, on n'a plus de revenus. On fait que ça, on a $0 de revenus. Donc, l'économie israélienne, ça commence à être sérieux, là, évidemment. Alors, t'as un gouvernement qui veut rien entendre, t'as une espèce de cynique qui veut éviter d'aller en prison pour corruption à la tête de tout ça. Ce ne sont pas des jours glorieux pour ce pays. Espérons que le gouvernement israélien va protéger les Israéliens
Ça passe pas par le bombardement d'autres civils palestiniens. Puis ça passe pas par les territoires occupés, puis ça passe pas par la colonisation des Juifs dans les territoires occupés, puis ça passe pas par des blocus qui empêchent un petit pays, si on peut l'appeler ainsi, un petit territoire. On l'empêche de vivre, on les détruit. Alors, si c'est comme ça qu'ils voient le moment d'arriver à la sécurité, je les comprends plus. Luc Lavoie, toujours un plaisir. Merci, au revoir. Depuis 2018,